Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entrons dans une histoire où la politique cesse d'être un décor pour devenir un terrain intime, fragile, presque vertigineux. Une histoire où le pouvoir se heurte à ce qu'il ne peut ni contrôler ni mettre en scène. La peur, l'amour et la responsabilité. Lorsque cette phrase a été prononcée, presque murmurée, quelque chose s'est fissuré dans l'image publique. La peur n'était pas celle de perdre une position, mais celle de perdre sa famille. Et soudain, le masque supposé indestructible d'un dirigeant s'est humanisé. Car dans l'imaginaire collectif, un homme politique jeune, méthodique, formé à la discipline du message, n'est pas censé trembler. Pourtant, c'est précisément dans cette faille que commence le vrai récit. Jordan Bardella a longtemps incarné une silhouette politique presque clinique. Gestes mesurés, paroles calibrées, contrôle permanent. À moins de 30 ans, il semblait déjà façonné pour la hauteur stratégique. Un monde où l'émotion se tolère mal et où la vulnérabilité ressemble à une faiblesse exploitable. Dans l'arène médiatique, son image résistait aux attaques comme une surface polie. Pas de débordement, pas d'hésitation visible. Cette constance fascinait autant qu'elle déstabilisait. Beaucoup voyaient en lui une fonction avant de voir un homme. Mais le pouvoir n'est jamais une simple ascension. C'est une exposition continue, une surveillance implicite où chaque silence devient suspect et chaque absence une hypothèse. Dans ce climat, la vie privée cesse d'être un refuge. Elle devient un territoire stratégique. Très tôt, Bardella a compris que l'intimité, une fois livrée au regard public, ne revient jamais intacte. Tandis que d'autres construisent narrativement des souvenirs personnels, lui bâtissaient une architecture d'image, une forteresse narrative sans scandale apparent. Or, toute forteresse exige un tribut, celui du doute nocturne, quand les projecteurs s'éteignent et que la question persiste. Que reste-t-il de soi hors du rôle? Le choix du mariage, discret au point d'en devenir presque invisible, marque un tournant silencieux mais décisif. Aucun déploiement médiatique, aucune scénographie rassurante. Dans une époque où la vie familiale sert souvent de prolongement politique, preuve de stabilité, outil d'identification, ce refus de l'exposition a dérouté. Non par calcul manifeste, mais par instinct de préservation. Comme si Bardella avait tracé une frontière nette. Certaines dimensions de l'existence ne sont pas négociables. Cette ligne n'était pas un secret honteux. Elle constituait une déclaration implicite d'indépendance face aux mécanismes d'appropriation publique. La femme qui partage cette vie n'a pas choisi la lumière. Sa présence s'inscrit dans le silence, la constance, une normalité volontairement protégée. Dans un univers qui transforme tout en récit, elle impose l'absence de récit. Ce contraste agit comme un révélateur. Aimer dans l'ombre, quand on vit sous les projecteurs, exige une discipline différente. Celle d'accepter qu'une part de soi échappe au contrôle politique. Et c'est peut-être là que se joue la transformation la plus profonde. Le passage d'un homme perçu comme fonction à un individu qui protège un espace irréductible. Naturellement, le silence a nourri les spéculations. Pourquoi se cacher? Que cherche-t-il à éviter? Dans la logique médiatique, l'opacité appelle la suspicion. Pourtant, ces lectures oublient l'essentiel. Refuser la transparence spectaculaire n'est pas toujours une stratégie de fuite, mais parfois un acte de lucidité. Bardella semble avoir compris que le pouvoir tolère mal les attachements visibles. Ils deviennent des leviers symboliques, des cibles narratives. Préserver cet espace, c'était accepter un coût, celui de la rumeur. Mais c'était aussi affirmer une hiérarchie de valeurs. Tout ne se monnaie pas en capital politique. Puis survient l'événement qui redéfinit toute trajectoire. L'annonce d'un enfant. Rien de public, rien de théâtral. Un choc intérieur décrit par des proches comme un vertige brut. Non pas l'euphorie immédiate des récits officiels, mais la prise de conscience fulgurante qu'une vie plus fragile que toute carrière dépend désormais de lui. La politique fonctionne par échéance. Un enfant, lui, ignore les calendriers. Cette collision entre le temps intime et le temps public agit comme un révélateur existentiel.
L'homme habitué à absorber la violence verbale découvre une peur d'un autre ordre, celle qui ne se maîtrise ni par la rhétorique ni par la stratégie. C'est ici que le récit dépasse la chronique politique. L'arrivée d'un enfant impose une redéfinition silencieuse. La réussite ne se mesure plus seulement en victoire publique, mais en présence, en protection, en transmission. Ce déplacement du centre de gravité transforme le rapport au pouvoir. Il ne l'affaiblit pas, il le complexifie. Le dirigeant demeure, mais il s'ancre dans une responsabilité intime qui échappe à la logique des plateaux télévisés. Et paradoxalement, cette vulnérabilité assumée renforce une autre forme de solidité, celle qui naît quand un homme accepte d'être plus que son rôle. Au fond, cette histoire révèle une tension universelle. Comment conjuguer l'exposition maximale et la préservation de ce qui fait de nous des êtres humains? Bardella n'offre pas une réponse théorique, mais un exemple concret de frontières posées. Dans un monde politique avide d'images totales, son choix introduit une nuance rare. La reconnaissance que la force ne réside pas seulement dans le contrôle, mais dans la capacité à protéger ce qui ne doit pas devenir spectacle. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable dimension humaine de ce parcours. Derrière l'armure publique, il y a un homme qui découvre que la peur n'est pas une défaite, mais un signal, celui de l'attachement, de la responsabilité, de l'amour. Une transformation discrète mais profonde, et dans cette profondeur se dessine un portrait plus complet, celui d'un dirigeant qui apprend que la vulnérabilité, loin de le diminuer, l'ancre dans une réalité que le pouvoir seul ne peut offrir. Dans la mécanique froide du pouvoir, il existe des secousses qui ne font aucun bruit public, mais qui fissurent tout de l'intérieur. Ce qui entoure aujourd'hui Jordan Bardella ne relève pas d'un scandale classique, ni d'une faute spectaculaire, ni d'une explosion médiatique. C'est un bouleversement plus subtil, presque clandestin, l'irruption de l'intime dans un univers construit pour l'ignorer. Et c'est précisément cette intrusion silencieuse qui rend l'affaire si fascinante, parce qu'elle révèle moins un homme politique qu'un homme confronté à la peur la plus primitive. Celle de manquer ce qui compte vraiment. Tout commence loin des caméras. Pas de déclaration tonitruante, pas de stratégie de communication évidente. Simplement une annonce, mariage discret, paternité imminente, qui agit comme un révélateur brutal. Dans les coulisses du pouvoir, cette nouvelle circule d'abord à voix basse. Et déjà, une tension apparaît. Car le récit politique moderne valorise la disponibilité totale, presque sacrificielle. Être partout, tout le temps. Ne rien laisser paraître de ses doutes. Or ici, quelque chose déraille. La temporalité humaine s'impose à la temporalité politique. Ce n'est plus une question de carrière ou d'image. C'est une collision entre deux loyautés irréconciliables. D'un côté, l'exigence implacable de la scène publique, discipline, endurance, projection constante. De l'autre, une vie en construction qui réclame présence, continuité, vulnérabilité. L'enfant à venir n'est pas un symbole commode. Il devient une contrainte réelle, presque subversive dans un milieu où l'absence familiale est souvent normalisée, voire glorifiée comme preuve d'engagement. Ce basculement transforme chaque décision en dilemme. Chaque déplacement n'est plus seulement stratégique. Il porte le poids d'une renonciation potentielle. Les soirées avalées par les réunions, les week-ends absorbés par les obligations publiques, tout cela prend une autre texture. Ce qui, hier, relevait du rituel politique devient une forme de tension intime. Selon des confidences relayées dans son entourage, la crainte n'est pas la défaite ni l'attaque médiatique, mais une perspective plus troublante. Devenir étranger dans son propre foyer. Et cette phrase, rapportée avec gravité, agit comme une clé de lecture. Elle révèle la fracture centrale. Jusqu'où peut-on pousser l'ambition sans compromettre l'essentiel? C'est là que l'affaire cesse d'être anecdotique pour devenir politique au sens profond. Car dans l'imaginaire collectif, le dirigeant efficace est censé être imperméable. La vulnérabilité dérange parce qu'elle introduit de l'imprévisible. Certains observateurs y voient une stratégie habile. Humaniser une figure perçue comme rigide, adoucir l'image, créer une proximité émotionnelle. Dans une époque saturée de calculs médiatiques,
le soupçon devient réflexe. Tout geste intime est suspecté d'être une construction narrative. Mais réduire cet épisode à une manœuvre serait passer à côté de sa dimension la plus troublante. Le risque qu'il implique. En politique, ouvrir une brèche, même minuscule, revient à exposer un point d'attaque. Le mariage tenu discret, l'émotion assumée, la perspective de la paternité, autant d'éléments qui entrent en friction avec l'archétype du chef inflexible. Cette contradiction ne produit pas un scandale, elle crée un malaise. Et ce malaise est révélateur d'un système qui tolère mal l'idée qu'un responsable puisse poser des limites au nom de sa vie privée. Dans les rédactions comme dans les états-majors, les réactions sont étonnamment retenues. Pas de polémique majeure, pas de tempête orchestrée. Un silence dense s'installe, presque analytique. Peut-on attaquer un homme sur ce terrain? Est-ce politiquement rentable ou risqué? Car s'en prendre à la sphère familiale revient à toucher une corde universelle. Le débat se déplace alors vers une question plus large. Le pouvoir doit-il exiger l'effacement total de l'individu? Ce moment marque une rupture invisible mais décisive dans le récit public. L'ambition, longtemps présentée comme une trajectoire linéaire, rencontre sa limite humaine. Non pas une faiblesse, mais une redéfinition des priorités. Ce qui fascine ici, ce n'est pas la révélation d'un secret, mais l'exposition d'un conflit que beaucoup vivent sans pouvoir le nommer. Réussir sans se perdre. À mesure que l'information circule, une nouvelle lecture émerge. Le berceau et le trône n'obéissent pas aux mêmes lois. L'un exige la force, l'autre la présence. Aucun n'accepte la demi-mesure. Cette tension brise le mythe de l'homme politique monolithique. Elle montre une figure contrainte de reconnaître que certaines absences ne se compensent pas, que certains choix laissent des traces irréversibles. Et c'est peut-être là le véritable cœur de ce non-scandale. Il met en lumière la part humaine que le théâtre politique tente habituellement de masquer. Pas de faute morale, pas de transgression, mais une vérité dérangeante. Le pouvoir a un coût, et ce coût ne se mesure pas seulement en points de sondage. Il se mesure en temps, en présence, en liens fragiles. En révélant cette fracture, l'épisode transforme la perception publique. Non pas en affaiblissant l'image, mais en la complexifiant. Et dans cette complexité réside une forme de modernité. Accepter que la réussite ne soit plus synonyme d'effacement personnel. Ce glissement subtil, presque imperceptible, pourrait bien être plus explosif qu'un scandale traditionnel. Car il interroge la nature même de l'autorité. Peut-elle coexister avec l'aveu d'une limite? Ainsi, loin des polémiques habituelles, cette histoire agit comme un miroir. Elle renvoie à une question universelle. Jusqu'où peut-on aller sans perdre ce que l'on cherche à protéger? Et dans ce silence chargé de sens, une certitude demeure. Le véritable choc n'est pas public. Il est intérieur. Et c'est précisément ce qui le rend impossible à ignorer. Dans le théâtre politique moderne, il arrive qu'un détail intime fissure soudain la façade de maîtrise qu'un dirigeant s'est patiemment construite. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque la vie personnelle de Jordan Bardella s'est invitée dans le débat public. Non pas comme un scandale au sens classique, révélations explosives ou transgressions, mais comme une perturbation plus subtile. L'irruption de l'humain dans un espace qui exige traditionnellement une rigidité presque inhumaine. Et c'est cette dissonance qui a déclenché un malaise collectif, révélateur de nos propres contradictions. Ce qui a troublé n'était pas tant le fait privé en lui-même que ce qu'il symbolisait. Depuis des décennies, la politique fonctionne sur une règle tacite. Le pouvoir réclame un effacement partiel de l'individu. L'ambition doit dominer, l'émotion se contenir, la vulnérabilité disparaître derrière une posture d'autorité. Or, voir un responsable politique exposer, même indirectement, une tension entre réussite publique et attachement personnel, revient à fissurer ce pacte silencieux. Cela oblige chacun à se demander: attendons-nous de nos dirigeants qu'ils soient performants ou qu'ils soient humains? La réaction fut révélatrice. Certains adversaires ont hésité à attaquer frontalement ce terrain, conscients du risque moral. Critiquer l'intime, c'est s'exposer soi-même.
Du côté des soutiens, un autre trouble s'est fait sentir. La crainte qu'une part personnelle visible puisse fragiliser l'image de solidité. Derrière ces prudences se cachait une interrogation plus profonde. La fragilité est-elle incompatible avec l'autorité? Ou au contraire devient-elle le signe d'une génération qui refuse le sacrifice total de soi sur l'autel du pouvoir? Car ce moment marque peut-être un basculement culturel. L'époque où l'homme ou la femme politique devait incarner une forteresse émotionnelle semble s'effriter. Le public, paradoxalement, réclame des dirigeants irréprochables tout en dénonçant leur froideur. Cette double exigence crée une tension presque insoluble. Être fort sans paraître distant, humain sans sembler faible. En laissant entrevoir que l'équilibre entre ambition et vie personnelle peut être conflictuel, Bardella a projeté dans l'espace public une question sociologique. Voulons-nous encore des leaders invincibles ou acceptons-nous enfin des figures traversées par les mêmes dilemmes que nous? Ce déplacement est d'autant plus marquant qu'il ne repose sur aucun discours programmatique. Il ne s'agit pas d'un slogan mais d'un fait existentiel. Reconnaître que le succès politique ne supprime pas les attachements fondamentaux. Et cette reconnaissance agit comme un miroir. Elle met en lumière une vérité inconfortable. Le pouvoir par nature dévore le temps, l'énergie et la disponibilité émotionnelle. Aimer, s'engager dans une relation, préserver un équilibre intime, tout cela devient un acte presque subversif dans un univers qui valorise la disponibilité totale. Politiquement, cette exposition crée une vulnérabilité stratégique. Ce qui humanise devient aussi une surface d'attaque potentielle. L'histoire du pouvoir montre que les failles personnelles ont souvent été instrumentalisées. Pourtant, c'est précisément dans cette zone de fragilité que peut se loger une transformation plus profonde. Redéfinir la réussite. L'influence ne se mesure plus seulement en domination du débat public, mais en capacité à préserver une présence réelle dans la sphère privée. Cette redéfinition n'adoucit pas nécessairement le dirigeant. Elle le rend plus conscient du coût de chaque décision. Dans cet équilibre instable, une hiérarchie nouvelle apparaît. Certaines pertes se réparent. Une élection, un poste, une position d'influence. D'autres, une fois brisées, laissent des traces irréversibles. La confiance intime, la continuité familiale, le sentiment d'ancrage. La conscience de cette différence transforme le rapport au risque. L'ambition ne disparaît pas. Elle cohabite avec une prudence existentielle. Et cette cohabitation change le ton. Moins de triomphalisme, davantage de gravité. Ce qui se joue dépasse donc largement un parcours individuel. C'est une relecture de notre imaginaire politique. Pendant longtemps, la figure idéale du dirigeant reposait sur une quasi-invincibilité symbolique. Aujourd'hui, une autre attente émerge, celle d'une autorité capable d'assumer ses limites. Non comme une faiblesse, mais comme une preuve de lucidité. Dans un monde saturé de communication, l'authenticité, même imparfaite, devient une ressource rare. Alors, faut-il y voir un affaiblissement stratégique ou une maturation du leadership? La réponse reste ouverte. Les tempêtes politiques ne manqueront pas, et c'est dans ces moments que se révélera la solidité de cet équilibre entre exposition et maîtrise. Marcher avec son ombre, reconnaître ce qui nous rend vulnérables, peut rendre plus prudent, mais aussi plus ancré. Au fond, cette séquence agit comme un révélateur collectif. Elle nous confronte à notre propre paradoxe. Nous exigeons des dirigeants qu'ils incarnent la force tout en restant proches de notre condition humaine. Peut-être que le véritable tournant ne réside pas dans la trajectoire d'un homme, mais dans l'évolution de notre regard sur le pouvoir lui-même. Car derrière chaque figure publique se cache la même question universelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller et à quel prix pour réussir?